Salut à tous les amis, c'est Maxime, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que pas mal de monde m'a demandé, enfin beaucoup même en général me demandent des vidéos sur les fourmis. Donc c'est ce que je vous ai fait aujourd'hui. Donc vous avez les images de mes Crématogaster scutellaris, donc ma jeune colonie on va dire. C'est plus une fécondation à ce stade là, comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'ouvrières quand même, voilà. On a réussi avec mon caméraman à vous faire des super images, on est super content. Donc voilà, vous pouvez voir le couvain, la reine qui est juste au milieu, juste ici. Je vais essayer de vous montrer avec le doigt. Voilà, juste ici. Donc c'est très zoomé, donc je vais éviter de faire des vibrations et tout pour que vous ayez une bonne qualité d'écran. En gros, j'ai mes notes en dessous, je suis en live, là c'est pas une voix off, hein. Donc je vais vous expliquer, c'est une fiche d'élevage, donc tout ce qu'il faut savoir, en tout cas la base qu'il faut savoir sur les Crématogaster pour s'il y a des jeunes myomycologues dans mes abonnés qui voudraient se lancer. C'est pour moi une bonne espèce pour débuter. Après chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Donc voilà, vous allez voir la colonie se développer, enfin se bouger et voilà, ça va se développer entre guillemets sous vos yeux. Et voilà, donc j'ai la lumière, donc c'est possible qu'elles soient un petit peu stressées, comme vous pouvez voir, elles ont un peu dégarpi, elles sont un peu toutes dans l'air de chasse. Je peux pas vous le montrer parce que voilà, mais voilà, donc il y en a un peu moins que d'habitude, mais c'est quand même une colonie qui supporte plutôt bien la lumière, donc ça va. Ok, donc on va commencer avec les généralités d'élevage. Donc les Crématogaster scutellaris sont des petites fourmis, comme vous pouvez le voir, hein, elles sont pas très grosses, elles font pas plus de, il me semble, 4 mm ou 5 mm grand maximum, qui forment des assez grosses colonies, hein, quand même monogynes, donc qui sont composées, enfin, qui ont qu'une seule reine, qui n'appartiennent qu'à une seule reine. Elles peuvent compter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'individus. Et donc chez cette espèce, les ouvrières sont relativement de petite taille, avec la tête rouge et l'abdomen noir. Elles peuvent aussi, si elles se sentent menacées, donc ça je pense que tout amateur de fourmis l'a déjà vu une fois dans sa vie, en tout cas ceux qui vivent dans le sud, relever leur abdomen. Donc pour ceux qui connaissent pas l'abdomen, je vais essayer de vous montrer avec un stylo ou un petit pinceau. Attendez, histoire de pas trop... Voilà. L'abdomen, c'est tout simplement ce que vous voyez juste ici, là, que je montre. Voilà, c'est la forme en as de pique un petit peu qu'elles ont. Elles peuvent relever donc leur abdomen et le placer au-dessus du thorax. Donc le thorax, c'est juste derrière la tête. Et c'est leur manière à elles de se défendre. En effet, en se pliant en deux, elles sécrètent une petite goutte de venin très répulsif pour les autres espèces. C'est pour cela que dans le monde de la myrmico, on les appelle les fourmis acrobates, assez vulgairement si je peux dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On sait que pour ce qui est de l'activité, la colonie reste quand même très active, hein, peu importe le nombre d'ouvrières. Moi je sais que là elles sont un peu plus d'une centaine, elles sont ultra actives, très agressives aussi. Elles n'hésitent pas à s'attaquer à des insectes vivants beaucoup plus gros qu'elles. Bon, moi j'ai jamais donné de vivant pour l'instant, à part une toute petite araignée qui traînait dans ma chambre, quoi. C'est un petit peu diabolique, mais voilà. Et sinon, je conseille quand même d'attendre. Enfin, en tout cas, moi, je conseille quand même d'attendre avant de donner du vivant parce que ça peut très vite stresser et il suffit qu'elle rentre dans le nid et là, ça peut partir très très loin. Donc, moi, perso, je conseillerais vraiment d'être sûr d'avoir une grosse colonie assez mature pour pouvoir accueillir, entre guillemets, une bête, quelle qu'elle soit, vivante dans l'aire de chasse. Si on oublie de nourrir, c'est vrai que l'espèce tente par tous les moyens possibles et imaginables. Moi je sais que mon aire de chasse elle a des tout petits interstices et si je mets pas d'anti-évasion c'est fini, hein. Si elles ont pas de la nourriture tous les 2-3 jours, elles essayent de s'échapper. C'est vrai que c'est un bon moyen de savoir qu'elles ont faim en fait, de voir beaucoup d'ouvrières fourrager dans l'aire de chasse. Bon là il y en a beaucoup parce que elles ont été stressées par la lumière, mais je vous rassure, elles retourneront au chauffage juste après la vidéo, hein. Donc juste avant de commencer les essaimages, enfin de parler des essaimages, je voulais vous montrer quelque chose avec la pointe du pinceau. Donc en fait pour vous expliquer tout ce que vous voyez là, tout ça là, tac 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 tac, jusqu'à même ici là, c'est du couvain. Donc là il y a les larves, là c'est tout ce qui est nymphes plutôt, là les nymphes aussi, et un peu partout, surtout à côté de la reine il y a des œufs et encore des larves. Là tout ça, là les nymphes assez marron que vous voyez, c'est soit des ouvrières qui sont en train de naître, soit des ouvrières qui vont naître dans les prochaines heures ou les prochains jours grand maximum. Et bien sûr on a la reine qui est cachée juste ici, mais je pense que vous quand même pouvez la voir. Elle fait à peu près 1 cm jusqu'à 1,5 cm pour les plus grandes il me semble. Donc pour ce qui est de l'essaimage,
L'espèce, elles essaiment, les crématogastères, elles essaiment à la fin de l'été à peu près. Les sexués mâles et femelles sont produits à partir de juillet et elles sont principalement, on les voit principalement quand même essaimer en août. Période pendant laquelle il n'est pas rare d'observer des grosses nymphes, donc les gros, comme je vous ai montré juste là, c'est-à-dire ce qui est juste après la larve. Voilà, là vous voyez qu'elle bouge un petit peu. D'ailleurs là il y en a une qui vient de naître et elle bouge un tout petit peu, donc ça sent la naissance. Donc des grosses nymphes qui se dorent la pilule au soleil, j'ai bien aimé cette expression, tout simplement pour emmagasiner un maximum de chaleur, puisque cette espèce déplace pas mal le couvain en fonction des zones où elles se sentent le mieux, en fait, tout simplement. Et même en captivité, moi je l'ai observé, si elles ont trop chaud par exemple, je sais qu'une fois elles étaient dans cet espace-là, l'espace où il n'y a plus pas grand monde, là, juste ici, elles avaient mis la plus grosse partie du couvain, et là comme vous pouvez voir il n'y a que quelques larves, mais sinon elles l'ont mis dans cet espace-là, puisque c'est là où elles sont le plus chauffées. Ensuite, un peu comme chez toutes les espèces, hein, bien sûr, on observe un peu avant l'essaimage une grande agitation, avec beaucoup d'ailes, hein, comme on peut voir donc de sexués, autour des sorties du nid. Les sexués y rentrent et y ressortent sans pour autant s'envoler, jusqu'au moment clé, on va dire, où elles s'envolent à partir d'un morceau de bois, une branche, des herbes hautes. Moi j'ai vu des lassus s'envoler à partir des herbes hautes aussi. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, l'espèce sépare différents stades de couvain. Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, j'ai aussi marqué qu'on pouvait trouver des gînes seuls, hein, donc fécondés, jusqu'à octobre. Pour ma part, j'ai fait une diapose à la reine, à cette reine là que vous voyez là, juste avant la première ponte, donc on était en... Je voyais tout début novembre qu'elle pondait pas. Je l'ai mis en diapose en fait à 18 degrés à peu près. Et juste après la diapose, pardon, excusez-moi, en février-mars à peu près, elle s'est mise à pondre tout de suite, vraiment des grosses quantités tout de suite. Donc justement, pour ce qui est de la diapose, tout comme les Messorbarbarus, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez controversé, qui fait plutôt débat. Personnellement, je leur en ai fait une, mais ça a été plus négatif que positif en fait. Pour vous expliquer, ça fait 2 ans que je l'ai. Et donc comme on peut entendre pour les mycologues qui regardent cette vidéo, les crématogastères, elles se développent plutôt, elles explosent à partir de la 2e année. Et c'est vrai que c'est véridique quoi, comme vous voyez, il y a quand même une grosse partie, tout ça là, tout le blanc c'est du couvain. Donc il y a peut-être, je sais pas, 200, 300, peut-être facile, une centaine de larves au moins, et peut-être pareil en nymphe quoi, c'est un truc de fou. Et les œufs, il y en a tous les jours, c'est tous les jours quand vous voyez à la lumière, quand on zoome, vraiment c'est un truc de malade quoi. Donc c'est un sujet qui est très controversé, moi je leur avais fait une diapose la première année, en fait elles étaient à 30 ou 40, dans ce nid là d'ailleurs, et en fait elles sont très vite redescendues parce que j'avais mal géré la diapose, bon j'étais encore amateur et je le suis toujours, hein, je me prends pas pour un pro loin de là, vraiment pas, surtout dans les fourmis. Et en fait elles étaient descendues à 10 ouvrières, j'avais pas réussi vraiment, enfin en fait elles mouraient petit à petit même après la diapose, jusqu'au moment où un abonné à moi, donc 2 abonnés à moi d'ailleurs, l'insectarium de Zach et Théo, je vous fais le bonjour les garçons si vous voyez la vidéo, m'a proposé un nid en bois qu'ils font eux-mêmes en fait, parce que les crématogastères adorent le bois, elles nichent dans le bois in natura. Et donc du coup, je les ai mises dans ce nid là, et là c'est là que ça a commencé à exploser vraiment quoi. J'ai eu explosion du couvain, et en peut-être un mois j'étais remonté à 30-40. Et donc en fait pendant longtemps elles ont squatté dans la petite branche, je leur avais mis dans l'air de chasse tout ça, jusqu'au moment où j'ai relié ce nid là, et en 2 jours elles avaient déménagé, et là ça va faire un petit mois on va dire qu'elles sont dedans, et ça explose quoi, vraiment. Pour vous dire, la salle que vous voyez là elle était à peine pleine quoi quand je les ai mises, et là c'est un truc de malade quoi. Tac, donc c'est un peu le choix de chacun, voilà, comme je disais pour la diapose. Mais après les infos que j'ai eues, ça peut avoir que du bénéfique en fait pour votre colonie. Donc si vous en souhaitez en faire une, attention c'est là qu'on prend des notes. Une pause à moins de 18 degrés, donc entre 15 et 18, moi je les avais mis pendant 2 ou 3 mois, ne leur fera que du bien. Par contre il faut surtout pas descendre en dessous des 10 degrés, donc par exemple si vous habitez dans le nord, évitez de les mettre dans le garage ou ce genre de choses, même dans le sud, hein, quand il fait moins 2, moins 3 certains mois de décembre ou de janvier, bon, c'est bien de les mettre, moi je les mets dans mon grenier par exemple, je sais que l'astuce, je les mets dans mon grenier pour le truc, ça descend jamais au-dessous de 10, c'est ce qu'il faut quoi. Après,
Après c'est vrai que les crématos, là cette année je compte pas en faire parce que le développement est vraiment juste ouf en fait. Donc je compte pas en faire, on verra bien ce qui se passera dans l'année à venir. Et puis si je sens vraiment qu'elle a besoin d'une diapo, je leur en ferai une l'année prochaine quoi. Voilà. Ensuite, donc pour ce qui est nourriture, c'est là que ça commence à devenir un petit peu plus. On commence à rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, pour vous montrer, tant qu'on est là, pour que la vidéo soit un petit peu interactive, je vois ça fait déjà 10 minutes qu'on y est. Tout ce qui est là, tout ce que vous voyez, les déchets, tout ce qui est là, tac, 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 tac. Bon là, il y a quelques œufs, je sais pas trop pourquoi, mais tout ce qui est là, tac, c'est la réserve de bouffe. Et elles ont tendance, comme je vais vous le dire, à faire des petites boules en fait, avec le miel là et la nourriture, et à les coller dans le nid. En fait, moi je sais qu'elles l'ont collé dans. Je leur ai donné deux gros morceaux de grillon en fait, et du coup elles l'ont bouffé en 2-3 jours. Mais vu qu'il y en a vraiment beaucoup, elles en ont mis un peu dans le nourriture, dans le nid, pardon, un petit peu dans l'aire de chasse, et surtout elles l'ont collé en fait aux parois de l'aire de chasse. Donc ce que je disais, c'est un véritable gouffre, hein, c'est ce que j'ai trouvé sur les informations que j'ai trouvées, ça m'a vraiment fait rire. La fondation à la colonie adulte, elle mange tout. C'est vrai que dans la nature, elle se nourrit principalement du miela des pucerons, et en captivité, elles accepteront tout. Du miela aux insectes, enfin tout simplement, il faut juste veiller à faire un équilibre, à doser pour essayer d'avoir une alimentation excusez-moi, assez équilibrée. Pour ce qui est du nid, le nid doit être absolument blindé, ou en tout cas avec aucune possibilité de creusage. Je sais pas si c'est français, je vais me faire incendier dans les commentaires si c'est pas français, mais c'est pas grave. Donc c'est une espèce qui creuse même le béton cellulaire et tout ce qui peut être creusé. Donc jusqu'aux liaisons, aux tubes de liaison plastique, je sais que moi ils ont commencé un petit peu à le faire. Bon après elles le font un peu, elles le font pas beaucoup parce que bon pour l'instant elles se sentent pas trop enfermées, donc ça va, elles ont encore beaucoup de place. Donc si dans la nature elles se logent dans le bois, donc elles sont linicoles, elles se contentent de tout nid du nid en plexiglas comme moi je leur ai donné là, au nid en béton cellulaire qui devra être blindé par contre. Le nid doit être relativement sec parce que cette espèce n'aime pas l'eau, donc elle est xérophile. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire xérophile, voilà, ça veut dire qu'elle ne supporte pas l'eau. 10% à la surface du nid semble être un bon compromis d'après ce que j'ai trouvé. Après c'est vrai que moi, elles sont un nid totalement sec, mais elles ont à longueur de temps un abreuvoir, un gros abreuvoir dans l'aire de chasse. Et elles y sont, il y en a 3 ou 4, voire là j'en vois 6 là-dedans, à peu près tous les jours. En fait, moi tout simplement, l'abreuvoir, je ne me suis pas pris la tête. J'ai pris un petit récipient, j'ai mis de l'eau et je bourre de coton pour que ça soit pas trop humide non plus, mais qu'elle puisse aller boire quoi. Donc un abreuvoir dans le décès peut suffire, c'est ce que j'avais dit. Cette espèce a de grandes tendances à l'évasion, donc comme je disais, veuillez à boucher tout ce qui peut être trous ou même des petites interstices. Ça, moi je sais que c'était une boîte qui m'avait servi pour les araignées à l'époque, et donc j'avais 2 gros trous, donc j'ai mis de l'alcool chaud pour vous dire quand même. Donc voilà. Donc pour ce qui est du maintien, donc tout ce qui est température, tout ça, d'après certaines fiches que j'ai trouvées sur internet, il n'est pas nécessaire de chauffer l'espèce, donc Crématogaster scutellaris, comme toutes les espèces françaises on va dire. Après je sais que déjà si vous habitez dans le nord, j'ai rien contre les nordistes, hein, pas du tout, mais si vous habitez pas dans le sud, moi j'habite dans le sud donc ça va, mais ça peut descendre même l'été il peut ne pas faire très chaud tout le temps. Donc moi je conseille chauffer quand même. Et il faut maintenir aux alentours de 25. C'est pour ça que voilà, en fonction de combien il fait en température ambiante dans votre pièce, c'est toujours mieux d'avoir au moins 25 degrés quoi. Bon après ça descend 24, c'est pas grave, mais voilà. Donc il faut compter à 25 degrés à peu près 7 semaines pour passer de l'œuf à l'imago, donc qui est le stade parfait quoi on va dire, donc l'ouvrière. Moi je sais que les miennes elles tournent entre 25 et 30 degrés. 30 degrés c'était vraiment en plein été quand il faisait très chaud dans ma chambre, que j'avais éteint le chauffage et tout, mais il y a des fois où ça montait à 30. Là elles sont, je vais vous le dire de suite, le tapis chauffe à 27, 28 quoi, voilà, parce que elles sont aussi en chauffage avec mes Camponotus qui ont besoin d'être d'un peu plus de chaleur. Donc voilà, mais moi justement ça se développe encore plus vite, donc moi c'est que bénéfique. Après voilà, c'est vrai que ça dépend des gens disent que c'est pas forcément une super espèce pour débuter, parce qu'elle commence assez lentement et c'est assez dur. Moi je sais que voilà, j'ai parlé beaucoup de fois à Zach et Théo, ils peuvent le dire s'ils voient la vidéo. J'étais en mode putain mais quand ça commence, et là vraiment je vous dis en 6 mois ça a explosé quoi. C'est même pas en 3 mois, même pas 3 mois quoi, 3-4 mois ça a explosé vraiment.
Là je peux même pas compter combien il y a de nymphes, il doit y en avoir des centaines, en tout cas des dizaines de dizaines, ça c'est sûr. Donc franchement je le conseille, s'il y a un jeune ou une jeune myrmécologue qui regarde cette vidéo et qui veut une espèce qui se développe vite une fois que c'est lancé, vraiment, enfin, qui explose une fois que c'est lancé, je lui conseille l'espèce. S'il veut une espèce qui est agressive, intéressante à regarder, bon, bien sûr, il n'y a pas de caste, hein, donc il n'y a pas de major ni de média, mais c'est pas pour ça que c'est pas intéressant, parce que elles sont très agressives. Moi, je sais que dès que j'ouvre l'air de chasse, si j'en ai pas une sur le bout du doigt, c'est que j'ai de la chance, quoi. Donc, quand j'imagine pas quand j'aurai une colonie adulte. Donc franchement c'est une espèce super intéressante que je pense pouvoir conseiller aux débutants, moi en tout cas, puisque j'étais débutant quand je l'ai eu et regardez ce que ça donne aujourd'hui. C'est pas fou hein, pour l'instant, c'est une jeune colonie encore, mais voilà, moi je suis très content de ce que ça donne et ce que ça va donner parce que je pense que d'ici l'été prochain, ça, je sais même pas si j'aurai pas besoin d'un nouveau nid, je sais pas, on verra ça, je vous tiendrai au courant. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle aura pu aider certains. J'ai essayé de me prendre sur plusieurs sites et même de ce que je savais moi, parce que c'est vrai que je connais plutôt bien cette espèce, parce que c'est une de mes premières. Pour vous faire une fiche la plus complète, là je vois ça fait déjà un peu plus d'un quart d'heure qu'on filme, donc c'est super cool. C'est une vidéo très longue, je pense que ça sera la vidéo la plus longue de la chaîne, sauf si j'en ai sorti d'autres avant, mais je ne sais pas quand est-ce que je vous la sortirai, donc on verra ça. Oui, autre chose, je sais, voilà, juste avant de finir la vidéo, je sais pas si vous avez vu, je sais pas combien de vidéos j'aurais sorti. Là, on a une super vue sur les larves, pardon. Je sais pas combien de vidéos j'aurais sorti juste avant celle-ci, pardon.